Il y avait déjà bien longtemps que ma vie se passait sur les routes, à bouffer du kilomètre en traversant la France. Comme tous les autres musiciens, j'enchaînais spectacles et routes de nuit, chambres d'hôtel, puis recommençais encore et encore à suivre la bande de bitume. Et puis, à l'orée de la quarantaine, un jour d'octobre, j'avais pris mon sac, un billet d'avion pour le Népal. Je voulais arpenter des sentiers dans le silence, me retrouver un peu. Avec Amrit, mon guide, j'avais effectué le tour des Annapurna en franchissant le Taurung Pass à 5416 mètres. Et c'est ainsi que je scellais des liens indéfectibles avec l'Himalaya. Des années durant, je l'arpentais de long en large au cours d'une longue quête agrémentée de rencontres multiples, d'amitiés généreuses, mais aussi de souffrances au fil du voyage. Aujourd'hui, avec le recul, je me remémore avec perplexité les semaines passées en montagne avec l'un des derniers chamans du Népal, Kami Singh. Cette histoire a marqué la suite de mon existence. C'est Amrit, mon guide, qui avait organisé notre voyage. Un jour donc, je reprenais l'avion pour Katmandou, retrouver enfin le Népal. C'est un pays du bout de l'enfance, blotti au pied des grands sommets, où le sourire est sans méfiance, où l'on partage sa pauvreté. Et lorsqu'au bout de ton sentier, tu cherches un gîte pour la nuit, on t'offre le riz, le coucher, le long de la Kaligandaki, le long de la Kaligandaki. C'était une fille aux dents blanches, dans les rizières de Nadi, portant la gagri sur ses hanches, pour emporter l'eau de la vie. C'est un sourire du Tibet, que des enfants salés transis m'offraient de leurs lèvres gercées, avant la Kaligandaki, avant la Kaligandaki. Ce sont des hommes fatigués qui plient sous le poids du fardeau et qui, pieds nus sur les sentiers, transportent la vie sur leur dos. Au cœur du grand Himalaya, ils sont fragiles et si petits, mais ils progressent à petits pas, le long de la Kaligandaki, le long de la Kaligandaki. C'était un prince il y a longtemps, que l'on appelait Siddhartha, qui depuis plus de 3000 ans est devenu le grand Bouddha, celui qui règne sur les nations, du Zanskar à la Mongolie, en non-violence et compassion, près de la Kaligandaki, près de la Kaligandaki. Depuis longtemps, j'ai retrouvé
les autoroutes droites et grises de nos pays aseptisés, les petits écrans de la bêtise. Mais lorsque j'ai mal à ma vie, parfois je sors de son coffret une pierre noire qui roulait le long de la Kaligandaki, le long de la Kaligandaki. Aussitôt arrivé à l'aéroport, je retrouve Katmandou, la capitale, qui rassemble des dizaines d'ethnies, 3 grandes religions, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le tout dans une parfaite harmonie basée sur le respect et la tolérance. L'atmosphère est chargée de parfums d'encens, de poussière, de lumière. Et ici, chaque jour suffit à sa peine, avec la protection des dieux qui occupent la ville depuis 3 millénaires. Depuis l'invasion chinoise qui les a repoussés ici, les Tibétains ont investi Katmandou en recréant des quartiers emplis de stupas et de drapeaux à prière. Les parfums d'encens envahissent la ville. Mais Katmandou est avant tout la capitale du Népal, qui est un pays hindouiste, religion d'État. Alors les couleurs inondent les visages des sadhus qui se réchauffent au soleil. La nuit tombe sur la ville, une page du quotidien a été de nouveau tournée. Demain sera une autre souffrance, un autre combat pour sa survie. Au petit matin, nous nous rendons à la gare routière de Balajou, au nord de la ville. Nous prendrons un bus pour nous rendre à 200 km à l'ouest de la capitale, à Gorkha. La ville est un chef-lieu de district et nous passerons la nuit à l'hôtel.
Le lendemain matin, nous prendrons le sentier qui nous mènera en 7 heures de marche au petit village de Bagua, le village natal d'Amrit. Bagua se situe au pied du Manaslu, l'un des 9 sommets de plus de 8000 mètres que compte le Népal sur les 14 qui se dressent sur la planète. Surplombant une vallée toujours remplie de brume, le petit village s'accroche à la montagne avec ses cultures en terrasse. C'était ma 4e visite à la famille avec la fête des retrouvailles. La maison familiale est perchée au-dessus de la vallée. Ambika, la belle-sœur d'Amrit, est un peu la femme courage de la maison et c'est elle qui accomplit la plupart des travaux des champs ainsi que les tâches ménagères. J'ai retrouvé la grand-mère d'Amrit qui a dépassé les 100 ans depuis plusieurs mois. La mère d'Amrit, fatiguée de la dure condition des femmes hindouistes, est à l'étable. Namasté, Kouireba, bonjour, papa blanc. Dans le champ de millet, je retrouve enfin ma petite filleule Amrita, la fille de mon ami. Razou, la petite sœur d'Amrit. Et Tara, la grande sœur. Et les gamins de Bagua. La famille vit essentiellement de la culture du riz et du millet, mais ici, pas de machine. Et les journées sont longues et rudes. Ici, on travaille en famille et la vie est communautaire. À la tombée de la nuit, la famille se réunit pour préparer le repas quotidien et traditionnel, le dal bhat, le riz aux lentilles avec quelques légumes. Quant à moi, j'ai retrouvé ma place auprès de ma famille du bout du monde. Ici, on m'appelle Tuldai, c'est-à-dire grand frère. Et c'est avec fierté que je partage avec eux ce nom, puis la petite fête qui est faite en l'honneur de mon retour. La nuit tombe sur Bagua. Bénédictions et couleurs s'accumulent sur mon front, mais j'éprouve le bonheur intense de revenir d'un long voyage
à la maison. Nous avons quitté la famille, Bagoua, le district de Gorka, et nous sommes rentrés à Katmandou. Après 2 nuits de repos, nous quittons à nouveau la capitale au petit matin. Au terminal des bus, à Balajou, les moteurs des Tata 1512 rugissent avant le départ. Nous partons enfin pour Djiri, le début de notre marche pour le Khumbu. Là, nous rencontrerons les porteurs les plus courageux du Népal, 100 à 120 kilos de charge par monts et par veaux, par tout temps et surtout à tous âges. Et dès le début de la marche, nous emboîtons le pas derrière eux et nous mettons à leur rythme. Au matin, entre brume et rosée, quand les baïnis sourient en rêvant, un plat de riz, une tasse de thé, le dos se courbe sous la charge en rêvant. Encore combien de pas? Adjakati Samaya. Et de Jumla qui tremble de froid, au doux terrail qui dort au soleil, de Kanchenjunga aux raides parois, les porteurs se lèvent et s'arrachent au sommeil. Encore combien de pas? Adjakati Samaya. Un jour je reviendrai te voir dans la maison de bois. Timrokat kogarma timilai Betna maonetsu. À chaque pas, ton sourire lumière, à chaque larme, chaque instant de douleur, au fil des ponts, du sentier la poussière, tant de souffrance pour si peu de bonheur. Encore combien de pas? Adjakati Samaya. Voici enfin le banc de pierre où l'on dépose ce panier de douleur, où l'on boit le thé qui enfin désaltère, qui dans la montée redeviendra sueur. Encore combien de pas? Adjakati Samaya. Un jour je reviendrai te voir dans la maison de bois. Timrokat kogarma timila Betna maonetsu. Elle chante au bord du torrent, jeunes et belles, elle s'offre au matin. Mais moi je marche pas à pas doucement. Je te sens si seul et si loin. Encore combien de pas? Adjakati Samaya. Sur mon dos, je porte l'espoir d'enfin te retrouver un jour, de t'offrir ma vie à toi.
et d'y vivre une vie d'amour. Encore combien de pas? Adjakati Samaya. Un jour je reviendrai te voir dans la maison de bois. Timrokat kogarmo timilai Betna maonetsu. Nous avons enfin rencontré Kamishing, le chaman. Petit bonhomme sec et ridé, il parcourt les sentiers de l'Himal d'un petit pas rapide et nerveux. Il s'arrête dans chaque village. Il appelle les habitants en martelant son tambour sur la place centrale. Puis, quand ceux-ci sont assez nombreux, il entre dans une longue transe qui lui permettra de transmettre son message, d'accomplir des prédictions, mais aussi de donner des réponses aux maux divers dont souffrent ses semblables. Alors avec Kamishing, nous nous mettons en route. Alors, quand le chaman est en transe, il délivre aux hommes le message de la montagne. Le chaman, c'est celui qui écoute, qui entend parler la terre. Quand il pose son oreille sur le sol, il entend battre son cœur. Si la terre a mal, alors le chaman a mal. Le chaman, il dit que nous sommes des locataires de la terre. Il dit que nous avons blessé la nature dans nos pays et que nous avons sali ce que les dieux nous avaient donné. Le chaman, il dit que Sagarmatha est le messager de la terre pour les hommes, qu'il est éternel
et Sagarmatha était là bien avant les hommes, avec la même beauté froide, la même pureté. Il rappelle aux hommes qu'après eux, il sera toujours là. Écoute parler l'Himal, écoute parler la montagne. Elle te dira alors qui tu es, d'où tu viens. Écoute chanter les oiseaux, écoute chanter le ruisseau, écoute le bruit du vent dans les branches, regarde les dessins que font les nuages. Assieds-toi face à la mer. Alors, toi aussi comme le chaman, tu pourras peut-être entendre le chant de la terre. Le mot chaman veut dire celui qui tremble, qui est en transe. Et le chamanisme date d'environ 500 000 ans, c'est-à-dire à l'époque où l'homme commençait à peine à enterrer ses morts, à tenter de donner une explication à l'irrationnel. Le chamanisme permet d'entrer en contact avec les dimensions spirituelles, les esprits de la nature. On dit chaman en Sibérie, mais on dit aussi chaman en Amérique du Sud, chaman en Afrique, en Asie, ou encore le même mot chez les Indiens d'Amérique du Nord. Alors, jour après jour, nous apprenions à connaître notre ami le chaman. Et une fois ses prédications terminées dans le village, il remettait son sac sur le dos et se remettait en route. Et doucement, nous nous laissions entraîner par ses mélopées. Un soir après la cérémonie, Kamishing s'est assis près du feu et a commencé à parler. Il nous raconta son enfance de fils de caravanier, ses traversées de l'Himalaya qui le menèrent même en Inde, sur les bords du Gange, et en Asie du Sud-Est. Au fil des ans, des caravanes, des plateaux glacés du Tibet, aux plaines chaudes et des savanes, mon père au monde m'éveillait. En passant l'école d'altitude, en longeant les torrents glacés, je m'éloignais des certitudes. Je découvrais la liberté. Au fil des temples et des pagodes, sur les bords du fleuve sacré, j'oubliais règles et méthodes, et doucement je m'éveillais. Des bords du Gange à Bénarès, aux plaines sacrées de Bagan, mon père éduquait ma jeunesse, m'éloignait des plaisirs profanes.
fil des ans, des caravanes, après avoir longtemps marché, des chaudes plaines aux savanes, l'Himal nous avait rappelé. J'avais retrouvé la froideur des parois glacées minérales au monastère de splendeur de la montagne cathédrale. Mais le voyage le plus lointain qu'avait fait Kamishing avec son père, au long des caravanes, avait été celui effectué aux Zanskar, un petit royaume himalayen perdu à plus de 4000 mètres d'altitude. Et c'est dans ce royaume que Kamishing avait été initié et qu'il était devenu chaman. Entre Cachemire et Tibet, au cœur du grand Himalaya. Ici le temps s'est arrêté, après le col du Shingola. Passent les nuages, siffle le vent, au fil de l'eau, au fil du temps. Il serpente au cœur du Zanskar, béni par les chevaux du vent. Tchada. À l'approche de la pâture, les chevaux se mettent à piaffer. La source fraîche qui murmure, les Edelweiss immaculés. Passent les nuages, siffle le vent, au fil de l'eau, au fil du temps. Il serpente au cœur du Zanskar, béni par les chevaux du vent. Tchada. Sous les murailles de l'Himal, la caravane cheminait. Au cœur du règne minéral, tout près du fleuve qui grondait. Passent les nuages, siffle le vent, au fil de l'eau, au fil du temps. Il serpente au cœur du Zanskar, béni par les chevaux du vent. Tchada. Adossé au flanc du rocher, un monastère dans le ciel. Accroché à l'immensité, à l'espace, à l'éternel. Passent les nuages, siffle le vent, au fil de l'eau, au fil du temps.
Il serpente au cœur du Zanskar, béni par les chevaux du vent. Tchada. Les hommes marchent sur la glace, les pieds transis, fleuve gelé. Jusqu'à ce que le temps qui passe les brûle au soleil de l'été. Passent les nuages, siffle le vent, au fil de l'eau, au fil du temps. Il serpente au cœur du Zanskar, béni par les chevaux du vent, le fleuve, Tchadar. Entre Cachemire et Tibet, au cœur du grand Himalaya. Ici le temps s'est arrêté, après le col du Shingola. Passent les nuages, siffle le vent, au fil de l'eau, au fil du temps. Il serpente au cœur du Zanskar, béni par les chevaux du vent. Tchada. Il y avait déjà plusieurs années que nous avions quitté Kamishing. Beaucoup plus tard, avec Amrit, nous nous rendîmes à Jiri, à l'est du pays, pour entreprendre la marche qui nous mènerait au pied de l'Everest, le fameux Sagarmatha, dont le chaman exaltait le message. Après une journée de bus, nous nous mettons en route sur le sentier qui mène à Lukla pour la marche d'approche. Nous traversons la région du Solukhumbu avec émotion. Cette marche durera 10 jours, jusqu'à Namche Bazar, puis encore 10 jours, jusqu'à l'Everest. Nous progressons au rythme lent des porteurs, dont les longues colonnes s'étirent le long du sentier. Lors de leur progression vers la victoire sur l'Everest en 1953, Tenzing Norgay et Edmund Hillary avaient effectué cette marche d'approche qui se révèle être un véritable casse-pattes. Mais doucement, le paysage qui s'offre à nous nous récompense de nos efforts et le silence s'installe peu à peu, ponctué par le souffle bruyant des porteurs et des mules.
Arrivés à Namche Bazar, nous sommes dans la capitale du Khumbu, à 3700 mètres, surplombés par le majestueux Amadablam, superbe cristal de roche surgi de terre il y a des millions d'années. Ici, les colporteurs tibétains viennent vendre leurs babioles au marché après avoir passé des cols à plus de 6000 mètres d'altitude. Nous passerons la nuit dans un petit lodge de Namche Bazar, tenu par une Tibétaine et sa fille. Nous avons quitté Namche et nous prenons désormais de l'altitude vers Sagarmatha. Nous marchons sous la Madablam, qui restera pour le restant de ma vie la plus belle montagne que j'ai vue au monde. Nous passerons la nuit à 4500 mètres au monastère de Tiang Boche, dernier bastion spirituel avant les cathédrales de glace du parc de Sagarmatha. Le souffle se fait plus court. L'oxygène commence à manquer. Et le parc s'ouvre enfin. La beauté stupéfiante du massif nous envahit malgré l'altitude qui réduit notre souffle. Alors, les paroles de Kamishing nous reviennent en mémoire. Le chaman, il dit que Sagarmatha est le messager de la terre pour les hommes et qu'il est éternel. Sagarmatha était là bien avant les hommes, avec la même beauté froide, la même pureté. Et il rappelle aux hommes qu'après eux, lui sera toujours là. Alors, écoute parler l'Himal, écoute parler la montagne. Elle te dira alors qui tu es et d'où tu viens. À notre retour à Namche Bazar, nous avons appris la triste nouvelle. Notre ami Kamishing, le chaman, est mort 2 jours auparavant. Le vieux chaman s'est éteint doucement dans son sommeil. Avec Amrit, nous nous rendons sur la hauteur au-dessus de Namche pour assister à la crémation de notre ami. Le brouillard qui nous enveloppait durant la montée se déchire peu à peu et nous nous approchons du bûcher funéraire. Où s'en va le chaman ? Où s'en vont les hommes ?
Nous restons figés, face aux flammes, envoûtés par les prières, le son du tambour martelé en cadence, l'odeur âcre de la fumée. Où s'en va le chaman? Et nous? Où allons-nous? Le bûcher grésille doucement au milieu des incantations, des mantras, au cœur des arêtes glacées qui encerclent les hauteurs de Namche Bazar. Alors que le bûcher finit de se consumer, les fumées qui s'en détachent laissent échapper un oiseau. Celui-ci rejoint un groupe d'autres volatiles, alors nous pensons aussitôt à l'âme du chaman qui disait toujours son souhait de se réincarner en oiseau. Lentement, ils prennent leur envol vers l'Himal, à travers la brume matinale, laissant le bûcher loin derrière eux. De retour à Katmandou, Amrit et moi retrouvons Nigel Pogmore, un Australien, ancien pilote de course. Il était camionneur sur la Transhimalayenne entre Srinagar et Leh, un vrai aventurier. Aujourd'hui, Nigel pilote une montgolfière que nous empruntons pour suivre une dernière fois l'oiseau et dire adieu au chaman pour son dernier vol au-dessus de l'Himal. Vole, vole, le ballon vers les cieux et loin du sol, qui emporte dans son cocon des hommes. Il s'envole au-dessus des terres, au gré des humeurs du vent, au-dessus des champs, des rizières, il vole. Et l'Himal qui se livre enfin, cathédrale immaculée, au-delà des plateaux sans fin du Tibet. Et les hommes nichés dans l'osier, sur les traces de l'oiseau, si fragile aérostier de l'Himal. C'est l'oiseau qui prend son envol à travers brumes et fumées, l'oiseau qui abandonne au sol un homme dont le corps doucement s'éteint à travers brumes et fumées.
et dont l'âme s'élève enfin vers l'Himal. Il s'envole et il vole encore vers les cimes enneigées que le soleil couvre d'or libéré. Il pourfend l'espace et le vent au-dessus des glaciers. Il exalte au firmament l'Himal. La montagne délivre aux hommes un message minéral qui dans leur tête résonne glacial. C'est le long cri hors du temps, de l'espace et de la vie. Elle était déjà belle avant les hommes. Et l'oiseau rejoint les cieux sans jamais se retourner. Le chaman rejoint les dieux libérés. Et retourne le ballon vers les hommes et vers le sol, chargé d'amour, d'émotion, il vole. Le chaman, c'est celui qui écoute, qui entend parler la terre. Quand il pose son oreille sur le sol, il entend battre son cœur. Si la terre a mal, alors le chaman a mal. Sagarmatha était là bien avant les hommes, avec la même beauté froide, la même pureté, et il rappelle aux hommes qu'après eux, il sera toujours là. Alors écoute parler l'Himal, écoute parler la montagne. Elle te dira alors qui tu es, d'où tu viens. Écoute chanter les oiseaux, écoute chanter le ruisseau, écoute le bruit du vent dans les branches. Regarde les dessins que font les nuages. Assieds-toi face à la mer. Alors toi aussi, comme le chaman, tu pourras peut-être entendre le chant de la terre.